y a des goulots qui sont identifiés depuis des années et qui ont pour nom la gouvernance inadaptée aujourd'hui du système international, notamment pour ce qui est des règles de financement, d'endettement et de notation qui font que ces pays-là ont du mal à s'endetter à des conditions favorables et à pouvoir bénéficier de financements conséquents. Les conditions ne doivent pas être léonines à telle enseigne que honorer le règlement de cette dette-là enfreigne la prise en charge des secteurs stratégiques comme la santé des populations, l'éducation des enfants et la création d'emplois pour les jeunes et l'autonomisation des femmes. Le monde multilatéral est en difficulté, il ne faut pas le nier, mais est-ce qu'il faut sauver le système? Pourquoi faut-il sauver ce système? Pourquoi le sauver? Pour éviter déjà que ce que nous avons donc connu comme horreur par le passé ne revienne, et surtout pour ne pas oublier cet état de fait-là. Aujourd'hui, ce que nous voyons de plus en plus, c'est que quand des conflits surviennent, la Société des Nations, qui est devenue les Nations Unies, est aujourd'hui en retrait au profit d'initiatives privées ou bilatérales pour gérer des situations de conflit. L'exemple le plus parlant, c'est ce qui est arrivé récemment au Moyen-Orient, où un pays considère qu'il est en situation d'insécurité et décide d'aller attaquer un pays en prévention. Si chaque pays pouvait, sur la seule base de l'évaluation qu'il fait des menaces qui pèsent sur lui, aller s'attaquer à un autre pays, évidemment, aucun pays ne serait en sécurité. Or, l'état de paix convient le mieux à la condition humaine et au développement. Et c'est par justement la promotion d'un multilatéralisme fort et inclusif qui ne fait pas de la Société des Nations, je reprends encore l'expression la plus ancienne des Nations Unies, un lieu de délibération où une seule voix peut prévaloir sur l'ensemble des voix parce qu'il y a des pays qui détiennent un système de veto qui fait que lorsque le monde considère que voilà ce qu'il est mieux aujourd'hui de retenir comme cadre d'action ou solution, un seul pays peut, sur la base de ses intérêts, décider que ce n'est pas ce qui convient le mieux, agir autrement ou enfreindre l'action collective. Ces règles sont à la fois politiques, elles sont financières, elles sont du ressort de la coopération qui doit être aujourd'hui réinventée. Quand vous avez une entreprise qui vient exploiter des ressources minières ou autres dans un pays sous-développé, la première chose à laquelle ces entreprises-là veillent, c'est quel est l'environnement fiscal. Est-ce qu'il y a une convention fiscale qui permette de payer le moins d'impôts dans le pays où le revenu ou la richesse est créée, évidemment pour aller le payer dans les pays d'origine de ces entreprises-là. Ce qui fait qu'il y a une inefficacité dans le prélèvement des ressources qui est due à ces conventions-là qui sont signées. Et en même temps, quand ces pays-là ne parviennent pas à mobiliser beaucoup de ressources, ils font recours à l'endettement. Mais quand ils s'endettent dans les pays comme les nôtres, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est des infrastructures qui coûtent cher. Et le pays qui vous prête l'argent, à qui vous allez rembourser intégralement en payant les intérêts, va vous imposer qu'une entreprise du même pays vienne réaliser l'infrastructure dans votre pays avec une exonération. Donc l'entreprise viendra réaliser le marché dans votre pays, réaliser l'infrastructure sans payer d'impôts dans le pays et qui lui a donné l'opportunité de s'enrichir à travers un marché. Donc à quoi je m'attends le plus rapidement possible, c'est un nouveau cadre de convention fiscale qui permette une taxation des revenus dans les pays où la richesse est créée, à savoir les pays les moins développés. Monsieur.